Parmi les milliers d'hommes qui arrivent en Angleterre en provenance des États-Unis, se trouvent des soldats pas comme les autres. Eux ne sont pas là pour faire la guerre, mais pour la filmer. Car face aux enjeux militaires et politiques du débarquement, le commandement américain a pris la décision d'embarquer des photographes et des caméramans avec les troupes d'invasion. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés occidentaux se sont engagés à documenter la guerre, à faire en sorte d'avoir des photos, des films et d'utiliser les meilleures technologies de caméras et d'appareils photo déjà très avancées dans les années 1940 pour couvrir la guerre. Et pour que les habitants des pays engagés dans les combats voient ce qu'ils financent et ce pourquoi ils se sacrifient. La Seconde Guerre mondiale est l'événement le plus filmé et photographié de l'histoire de l'humanité. Pour coordonner l'utilisation des caméras au milieu des combats, Franklin Roosevelt choisit William Donovan, chef de l'OSS, les services de renseignement américains de l'époque, ancêtre de la CIA. Car au sein de cet organisme se trouve une unité spéciale, la Field Photographic Branch. Sa mission, filmer pour les besoins des opérations clandestines de l'OSS. À sa tête, John Ford, légende d'Hollywood, avec déjà plus de 100 films et 3 Oscars à son actif. John Ford est souvent considéré comme le plus grand réalisateur de tous les temps, le maître du cinéma américain. À l'époque, il était au sommet de son art. Et il aurait pu rester à Hollywood et gagner beaucoup d'argent. Mais il voulait servir son pays. Et dès 1934, il était déjà dans la réserve de la marine et travaillait comme une sorte d'espion entre ses films. Il aimait l'excitation, les voyages et partir à la découverte du monde. Depuis la création de son unité, en utilisant sa couverture de grands réalisateurs d'Hollywood passionnés de navigation, John Ford a déjà filmé plus de 87 films pour l'OSS, en Islande, au Panama, au Mexique, en Birmanie ou en Chine. Des images qui ont permis aux services de renseignement d'établir des cartes précises des lieux et de préparer les espions pour leurs futures opérations sur le terrain. Il a également réalisé des films de propagande sur Pearl Harbor et sur la bataille de Midway. Ford n'était pas en très grande forme physique et il a dû obtenir une dérogation pour s'engager dans la marine parce que sa vue était mauvaise. Mais il était impatient de rejoindre l'armée et il était la personne idéale pour diriger une opération de tournage. Ford a finalement reçu ses ordres de mission le 31 mars 1944. Il devait se rendre dans les îles britanniques pour une opération majeure. Il savait de quoi il s'agissait. Tout le monde savait que le débarquement était imminent, mais le lieu et la date de l'opération restaient un grand mystère. Entre avril et juin, lui et ses hommes se sont entraînés, se sont préparés, mais on ne leur disait pas exactement où ils allaient débarquer. C'était top secret, donc Ford organisait son unité. D'énormes sommes d'argent ont été dépensées pour la guerre, dont environ $1 million pour le département photographique de Ford, ce qui représentait une somme considérable. John Ford disposait de nombreuses caméras, des 35 mm, des 16 mm. Ils utilisaient également des caméras plus petites, les caméras IMO. Il s'agissait de petites caméras utilisées par les reporters qui tenaient dans la main. Elles étaient plus maniables. Avec ça, vous étiez une cible moins évidente qu'avec une grosse caméra 35 mm. Avec ce genre de caméra, vous aviez plus de risques de vous faire tirer dessus et il était très difficile de se déplacer avec. Quelque part en Angleterre, les caméramans militaires attendent l'ordre de passer à l'action avec les forces de libération du général Eisenhower. À bord des navires, des caméramans ont embarqué pour filmer le rôle de la flotte alliée dans l'opération. Aux côtés des caméramans de John Ford et de l'OSS, une autre équipe est également constituée.
cette fois sous le commandement direct du chef suprême des Alliés en Europe, qui commande l'intégralité des troupes d'invasion, le général Dwight Eisenhower. Lui aussi veut pouvoir compter sur sa propre équipe de tournage. À sa tête, un autre grand réalisateur américain, George Stevens. Avant la Seconde Guerre mondiale, mon père était devenu l'un des réalisateurs les plus en vue d'Hollywood. Et il avait déjà fait de nombreux films. Un soir, dans une salle de projection de la Columbia Pictures, il a vu Le Triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl. Le grand film de propagande montrant les troupes et la jeunesse allemande, ainsi qu'Hitler et ses discours enflammés. Seul dans la salle de projection ce soir-là, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas rester à la maison pendant la guerre, alors que des films comme ça étaient réalisés. Il avait largement dépassé l'âge de s'engager dans l'armée. Il avait 37 ans. Mais il s'est porté volontaire et a reçu sa lettre de mission. Il s'est rendu d'abord en Afrique du Nord, puis à Londres, où le général Eisenhower, le commandant en chef des Alliés, lui a demandé de s'occuper de filmer la guerre en Europe et de mettre sur pied une unité spéciale composée de cinéastes talentueux pour accomplir cette mission. Il s'est rendu compte que le sort du monde était en jeu. Et je pense que c'est par patriotisme et parce qu'il savait que ses compétences pouvaient faire une différence qu'il est parti pendant 3 ans. Il en était convaincu. C'est là-bas qu'était sa place. George Stevens va sélectionner les meilleurs caméramans civils et militaires, dont certains ont déjà travaillé à ses côtés sur ses longs métrages, pour créer la SPECU, la Special Coverage Unit, unité spéciale de tournage. Eisenhower veut avoir son point de vue spécifique sur certains sujets. Il crée donc sa propre équipe de tournage pour aller couvrir ces événements. Et il veut que les images puissent être vues de partout. Leur travail consistait à filmer des images en noir et blanc avec des caméras 35 mm. C'était d'excellents caméramans. Mais mon père avait aussi une caméra 16 mm Bell & Howell, qui lui permettait de filmer les coulisses de son unité. Et ces images étaient en couleur. Lui et les autres membres de son équipe faisaient passer cette caméra de main en main pour filmer. Et la qualité des images était l'une des meilleures de l'époque. Si le général Eisenhower dispose de sa propre équipe de tournage, les autres divisions de l'armée américaine peuvent aussi compter sur des photographes et des caméramans militaires spécialement entraînés pour être embarqués avec les troupes de combat. Ils font partie du Signal Corps, l'institution de l'armée qui gère toutes les communications au sein des forces terrestres américaines. Pour le débarquement, ce sont les 165e et 166e compagnies qui ont été mobilisées. En plus du dispositif militaire, le commandement allié autorise quelques reporters et correspondants de guerre à embarquer aux côtés des troupes. Triés sur le volet pour leur fiabilité et leurs compétences, ils sont une poignée à arriver en Angleterre et à attendre, comme les soldats, que la mission soit lancée.